Bonjour à toutes et à tous. Alors, 95e briefing. On est heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux, fidèles au poste. Alors aujourd'hui, nous n'avons qu'un intervenant, mais de qualité, bien entendu, Arnaud, qui va nous parler de beaucoup de choses, que Igor est sur les routes de France et de Navarre, encore une fois, dans toutes les villes qu'a énumérées Pavel. Je crois qu'il est à Montluçon aujourd'hui. Ouais. À l'EHPAD de Montluçon. Mais pas de mon leçon. Eh bien, donc avec un public attentif, j'en suis sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, Arnaud va assurer toutes les parties, mais comme toujours, il va être brillantissime, j'en suis sûr. Donc Arnaud, c'est à toi. Même les parties honteuses. Merci Gilles, je ne remercierai pas Pavel qui me chatouille ou qui me savonne la planche, je ne sais pas. Oui, une actualité somme toute assez fournie aujourd'hui dans les domaines économiques, politique intérieure et diplomatique. Commençons comme à l'accoutumée par l'économie. Un sondage tout d'abord, réalisé ces derniers jours par un centre russe qui indique que les Russes estiment à 205 000 roubles le salaire qui leur conviendrait pour être heureux. Je cite les termes du sondage. Alors, pour rappel, le salaire moyen en Russie est d'un peu moins de 60 000 roubles, le salaire médian étant quant à lui bien inférieur à environ 38 000 roubles. Nous avions parlé la dernière fois des importations indiennes de pétrole russe, en indiquant que la Russie était le principal fournisseur de l'Inde. Eh bien, aujourd'hui, on a des chiffres relatifs aux importations chinoises de pétrole russe qui sont elles aussi en augmentation de 16% en glissement annuel au mois d'octobre. Et par ailleurs, les exportations chinoises, tout domaine confondu, vers la Russie sont en augmentation sur un an de 36%. Enfin, une série de chiffres trimestriels fournis par Rostat, trimestriels et relatifs au mois de septembre. Tout d'abord, les revenus réels de la population qui reculent de 2,4% au troisième trimestre. Ils avaient déjà reculé de 1,9% au deuxième trimestre. Les salaires suivent à peu près la même tendance, à quelques exceptions près, et j'en cite une qui est frappante à défaut d'être étonnante. Les salariés de RGD, donc la SNCF russe, ont bénéficié d'augmentations de salaire moyenne de l'ordre de 26%, bien au-delà de l'inflation, mais on sait la puissance des chemins de fer russes, y compris dans les périodes difficiles. Les ventes de détail qui ont reculé de près de 10% en septembre, c'est évidemment inquiétant, et sur l'ensemble de l'année, la chute est déjà de 5,5%. Ce que les économistes russes relèvent, c'est peut-être un changement de comportement des consommateurs locaux russes avec, face aux incertitudes nombreuses, une propension, pour ceux qui le peuvent en tout cas, à faire plus d'économies que d'habitude. Parmi les autres chiffres ou les autres interrogations, il y a toujours ces questions liées aux conséquences de la mobilisation partielle avec les soldes de 195 000 roubles qui sont importantes et qui pourraient produire des effets statistiques positifs. En revanche, les économistes nous rappellent que début décembre, il y aura une échéance qui, elle, devrait avoir des conséquences plus négatives, à savoir la hausse de 9% de ce qu'on appelle en Russie les tarifs communaux, c'est-à-dire les prix pour l'eau froide, l'eau chaude, les ordures ménagères, etc. etc. C'est là aussi, alors même qu'elles avaient déjà augmenté en juillet, donc c'est quelque chose qui va avoir des conséquences pour le pouvoir d'achat de la population et qui devrait se traduire donc logiquement par un nouveau tassement de la demande finale des ménages. Et pour résumer la tendance, et on y voit désormais un peu plus clair, pour le PIB de la Russie, c'est une récession située entre 3 et 3,5% au terme de l'année 2022. Quelques mots de politique intérieure ou d'éléments sociétaux. Tout d'abord, ce qui s'est passé à Moscou le 4 novembre, c'est-à-dire vendredi dernier, c'était un jour férié.
le jour de l'unité nationale depuis 2004 ou 2005, je crois, en référence à la victoire des Russes sur les Polonais en 1612. D'ailleurs, Vladimir Poutine a déposé une gerbe devant le monument à Minin et Pojorsky sur la place Rouge. Et c'est intéressant, il s'est rendu au Manège, donc à proximité du Kremlin, où se tient toujours une exposition historique d'ampleur, essentiellement consacrée à l'Ukraine, avec, en tout cas, l'esprit, c'est de montrer la vision officielle, la vision historique ou historiographique officielle russe sur ce sujet extrêmement brûlant. Et Vladimir Poutine en a profité pour, d'une part, rencontrer les responsables de la Société historique de Russie et des historiens. Et il en a profité également pour s'exprimer sur un certain nombre de sujets. L'Ukraine, là encore, principalement. Il a de nouveau justifié sa décision d'intervenir militairement le 24 février en disant que la situation aurait été pire plus tard. Il n'a guère apporté de précision, ça ne doit pas nous étonner, sur ses intentions et sur les intentions de la Russie à Kherson, sujet dont on parle beaucoup en Russie et en Ukraine. Et il a précisé que d'ores et déjà 49 000 mobilisés accomplissaient des missions militaires au front, en tout cas en Ukraine. Donc, quelques indications sans véritable surprise, mais un événement au Manège qui n'est pas sans importance. Autre point qui, selon moi, doit être relevé, c'est un nouveau phénomène, un signal faible qui pourrait devenir une tendance. Ce sont les interpellations de dirigeants régionaux, alors interpellations non pas au sens d'incarcération, mais interpellations par leurs électeurs, par les citoyens des régions concernées, à propos de l'opération militaire spéciale, entre guillemets, de ses conséquences. Le dernier événement en date, c'est une lettre qui a été adressée au gouverneur de la région de Vladivostok, la province littorale, le Primorye, M. Kojeniako, à la suite d'informations qui ont fuité, qui sont répandues sur les réseaux sociaux, informations relatives à des pertes extrêmement importantes qu'aurait subies une unité d'infanterie de marine originaire de cette région-là et déployée en Ukraine. Alors, cette affaire a suscité beaucoup d'émoi et le gouverneur, ce matin, effectivement, a confirmé qu'il avait demandé des vérifications au ministère de la Défense, au parquet général, tout en cherchant à minimiser apparemment la portée de l'événement et l'ampleur des pertes. Par ailleurs, le gouverneur de Voronezh, M. Goussiev, a dû lui aussi s'exprimer en fin de semaine dernière après que des informations du même type sur des unités décimées ont été diffusées. Et puis un peu avant, il y avait eu en Tchouvachi non pas un début de rébellion, mais des mouvements d'humeur de mobilisés qui n'avaient pas reçu leur solde. Et donc, les gouverneurs, les dirigeants régionaux qui se sont vus confier des prérogatives supplémentaires depuis quelques semaines, eh bien, sont en première ligne, sans mauvais jeu de mots, en tout cas vis-à-vis de la population locale. Et sont dans un rôle extrêmement inconfortable, me semble-t-il. Quelques mots sur la politique étrangère, sur les événements diplomatiques. Il y a tout d'abord aujourd'hui la visite du chef de la diplomatie indienne à Moscou. C'est un événement important en soi, mais c'est surtout quelque chose qui sera scruté très près, de façon très attentive. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a une relation bilatérale qui a traversé l'épreuve de la guerre en Ukraine. On a parlé régulièrement du soutien verbal et du soutien également économique de l'Inde à la Russie, par le biais notamment d'achats massifs de matières premières. On sait par ailleurs que les Occidentaux voudraient bien dissocier ou éloigner l'Inde de la Russie, la désaligner peut-être de Moscou. Et puis on se souvient des propos du Premier ministre Modi à Samarcande
où il évoquait le fait que la guerre n'était plus vraiment, en substance, une méthode contemporaine de règlement des différends. Donc, on va voir évidemment ce qui va en sortir et toutes les nuances, toutes les hésitations ou les non-dits seront analysés de façon très minutieuse, aussi bien à Moscou que dans les capitales et chancelleries occidentales. Un mot de l'Union européenne et de la Commission qui met sur la table une aide financière de 18 milliards de dollars pour l'Ukraine en 2023, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros par mois. On en avait déjà, je crois, parlé précédemment, mais là, c'est plus formalisé. C'est une proposition qui devrait logiquement être entérinée. Mais attention, il s'agit non pas d'une aide gratuite, si j'ose dire, mais on évoque des prêts à long terme. Enfin, des fuites probablement organisées dans la presse américaine, la grande presse de Washington, le Washington Post, le Wall Street Journal, sur deux sujets importants. D'abord, des demandes qui auraient été formulées par les Américains à Zelensky, demandes sur l'envoi de signaux d'ouverture à d'éventuelles négociations avec la Russie. On sait que ces dernières semaines, la position ukrainienne se voulait extrêmement fermée. On a dit, on a écrit, on a même voté des textes interdisant toute discussion tant que Vladimir Poutine serait au pouvoir à Moscou. Manifestement, c'est contre-productif, en tout cas dans de nombreuses capitales au-delà de Bruxelles, Varsovie et des Pays-Baltes. Et donc les Américains, sans exercer, semble-t-il, de pression sur Zelensky pour qu'il négocie, en tout cas lui demandent de ne plus affirmer que l'Ukraine ne négociera à aucun prix, de ne pas fermer la porte à cette perspective de règlement politique. C'était le premier point. Le deuxième point, deuxième fuite sur des contacts réguliers qu'aurait l'assistant du président américain Biden pour les questions de sécurité nationale, Jack Sullivan, et ses homologues russes, M. Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité nationale, et M. Ushakov, le Sherpa de Vladimir Poutine. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les Américains à Washington veulent faire passer le message qu'ils parlent aux Russes, dans un contexte où l'apocalypse nucléaire est assez régulièrement évoqué dans la presse. Et puis aussi parce que M. Sullivan, à tort ou à raison, a la réputation d'être à Washington l'un des responsables les plus, les plus rationnels, en tout cas, qui n'est pas dans une logique, a priori, de croisade idéologique contre la Russie. C'est un fonctionnaire de la vieille école, même s'il est plutôt jeune. Et donc, que ce soit lui qui soit en charge de ces discussions est a priori plutôt rassurant. Enfin, un dernier mot, le président finlandais qui a déclaré hier que le déploiement d'armes nucléaires sur le territoire national en cas d'entrée dans l'OTAN n'était pas probable, pas souhaité. C'est important qu'il le dise puisque la semaine dernière, il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été montées en épingle sur le fait que la Suède et la Finlande pourraient, en tout cas ne s'interdisaient pas d'abriter des armements nucléaires de l'OTAN le moment venu. Voilà, messieurs, ce que j'avais à dire aujourd'hui, à ce stade en tout cas. Merci beaucoup Arnaud. On a un certain nombre de questions, alors notamment de notre amie Françoise Rigard qui en pose un certain nombre et qu'on remercie au passage pour son grand travail de retranscription de nos briefings qui est très utile à de nombreux lecteurs des différents forums. Alors, première question. Alors, c'est une question aussi qui m'interpellait un peu dans ton narratif, c'est à propos des tarifs communaux. Alors, Françoise nous dit pourquoi le gouvernement maintient la hausse des tarifs communaux en décembre. Il devrait aider la population à franchir ce cap. Il me semble aussi que par le passé, les gouvernements et soviétiques puis russes ont été toujours très, très attentifs à ce sujet brûlant et que les tarifs étaient toujours sous-pesés avec les plus fines balances pour être
en adéquation avec les revenus de la population. Est-ce qu'il ne semble pas qu'il y ait là un risque fort d'impopularité ou de mécontentement social? La décision m'a surpris, il y a d'autant plus, je l'ai dit, qu'il y a déjà eu une hausse alors, de 3%, je crois, certes très inférieure à l'inflation au mois de juillet, et surtout, elle arrive avant le terme prévu. C'est une hausse par anticipation, au sens où l'indexation, ou en tout cas la hausse a lieu 2 fois par an, et là, la prochaine devait intervenir en 2023. Donc ça a plutôt surpris. C'est risqué du point de vue macroéconomique, je l'ai dit, parce que l'argent qui sera dépensé qui sera affecté par les foyers, par les ménages à ces dépenses, n'ira pas ailleurs. Et puis, ça renforce, en tout cas, ça alimente l'inflation qui est déjà assez élevée. Mais il faut croire que les responsables des entreprises publiques concernées ont su trouver les arguments pour convaincre le gouvernement qu'il était important de ne pas mettre en danger les entreprises publiques ou municipales chargées de collecter ces dépenses. Donc c'est assez surprenant. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie russe et pour les ménages russes. Bon, il faut rappeler aussi que l'État, en parallèle, revalorise les pensions de retraite, les salaires des fonctionnaires, donc ce n'est pas sens unique. Mais, encore une fois, la décision a surpris. Décision qui a été prise il y a déjà au moins 2 mois. Hein. Et du reste, il n'y a pas une augmentation des tarifs des trains liée à l'augmentation assez forte des salaires chez RGD? Si, absolument. Alors, c'est ce qu'on appelle en Russie les monopoles naturels, hein, c'est-à-dire les chemins de fer, l'électricité, les réseaux électriques. Il y a tous les ans des négociations entre ces monopoles et le gouvernement, et des arbitrages qui sont faits. Et beaucoup d'industriels se plaignent des hausses du fret ferroviaire en Russie. C'est connu. Donc, c'est lié, quoi. D'accord. Alors, ces derniers temps, il y a beaucoup de narratifs dans les médias occidentaux autour du risque d'une attaque nucléaire russe. Est-ce juste pour faire du buzz ou y a-t-il vraiment un risque? Donc, je pense que oui, tu peux peut-être répondre à ça. Alors, c'est un sujet, là aussi, qu'on a évoqué régulièrement ces derniers mois et qui est revenu périodiquement faire les grands titres ou les gros titres de la presse occidentale. Alors, plus récemment, il y a quelque chose qui s'est produit, dit-on en tout cas aux États-Unis. Les services de renseignement américains auraient intercepté des discussions entre militaires russes, bavardant, discutant de la possibilité ou de la nécessité même de procéder à une frappe tactique en Ukraine. Discussion qui n'impliquait pas le président Poutine. Mais ça a été jugé suffisamment important pour être transmis dans le rapport quotidien de renseignement au président Biden. Et ça a alimenté, ça a justifié ce nouveau retour de la thématique nucléaire dans les médias, d'autant que, on le sait, la Russie, en tout cas en septembre et début octobre, a connu des revers militaires sur le terrain. Et donc il y a toujours cette hypothèse qu'une Russie acculée qui perdrait du terrain et qui reculerait sur des territoires qu'elle a fraîchement annexés pourrait être tentée de procéder à une frappe tactique. Alors, ce bruit de fond médiatique, il a été pris au sérieux au Kremlin. J'ai parlé tout à l'heure des discussions entre Sullivan et ses homologues russes, mais le président Poutine a jugé bon de dire publiquement qu'il n'était pas question d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Il l'a fait de mémoire lors de son intervention dans le cadre du club de Valdai. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Alors, il y a une grosse question, on va peut-être te couper en morceaux, mais concernant ces histoires d'argent pour les Français résidents. Alors, si je départ d'une société russe, en tant que Français, puis-je les vendre? Et puis-je transférer l'argent à l'étranger? Sinon, puis-je investir cet argent dans d'autres sociétés russes ou dans l'immobilier en Russie? Pavel va répondre. Hein. Oui, alors, je ne répondrai pas à tout de suite parce que ce sont des questions qu'il faut ventiler avec nos membres juristes. Il y a une seule chose qui est certaine et que je peux vous dire dès maintenant, que nous avions dit, je crois, la semaine dernière, c'est-à-dire que le fait de transférer de l'argent ne dépend pas
de règlements, de lois, de directives, mais elle dépend dans une large mesure du bon vouloir de la banque qui se trouve en France. C'est-à-dire qu'une banque peut refuser de recevoir de l'argent, même si vous avez un dossier de 800 pages qui prouve par A plus B qu'il s'agit effectivement d'une transaction légale, autorisée, qui n'a rien à voir avec le régime de sanctions. Nous avons connu beaucoup de cas comparables depuis non seulement le mois de février, mais même depuis 2014. Donc, pour ce qui est effectivement de vendre des parts et de réinvestir l'argent, nous reviendrons vers vous jeudi après avoir consulté nos collègues juristes. Voilà, donc, alors, pareil, je pense qu'on reviendra aussi parce que c'est des points importants qu'il va falloir vraiment éclaircir. Vous avez dit que même en tant que Français, je pouvais vendre mon bien immobilier et rapatrier l'argent issu de cette vente en France si j'avais un vide dans le SISVA. Pourquoi ne puis-je pas le faire si j'ai un simple visa de travail? Et ce n'est pas la formation reçue cette semaine de la Rosebank qui a dit que l'argent allait automatiquement sur un compte bloqué. Êtes-vous sûr de vos informations? Si je vends un bien immobilier en Russie, puis investir cet argent dans l'immobilier en Russie ou une entreprise en Russie. Donc, c'est effectivement, ça détaille bien toutes ces questions. Et là, il faut vraiment On va non seulement converser. consulter nos juristes, mais également les juristes de la Rosebank, parce qu'il nous est déjà arrivé d'avoir des informations contradictoires. Donc, on va croiser les informations et nous reviendrons vers vous jeudi avec une info stable. D'accord. Alors, une autre question pour toi, Pavel. Vous avez dit que vous avez 300 membres à la CCFR comme l'an dernier. Ces 300 membres sont pour 2023. Et sur ces 300 membres, combien ont encore une présence physique en Russie? Alors, les 300 membres correspondent à l'exercice 2022-2023, sachant que la campagne de recrutement a démarré au mois de juin. Nous avons eu notre assemblée générale qui a été extraordinairement décalée la semaine dernière. En principe, elle aurait dû avoir lieu comme tous les ans au mois de juin. Nous l'avons tenue en novembre à partir du moment où nous avons jugé opportun de le faire compte tenu du contexte ambiant. Mais effectivement, ces 300 membres correspondent à l'exercice 2022-2023. Et pour la question concernant le nombre d'adhérents absents de Russie, j'ai un camembert devant moi qui date justement de cet AG. 57% de nos membres sont présents à Moscou, 36% sont présents dans la région, l'oblast de Moscou, 3% sont présents dans les autres régions de la Fédération de Russie et les 4% qui restent sont absents du pays. Donc la réponse à votre question, c'est 4%. Voilà, donc c'est assez important. Ça veut dire qu'on a encore de nombreux adhérents présents réellement en Russie. Et donc, les gens. Ce ne sont pas les amortes de Gogol. Clin d'œil à notre ami Anne. Une question qui est peut-être un petit peu technique, mais les lettres envoyées au gouverneur à propos de l'opération spéciale ne tombent-elles pas sous le coup de la loi? Non, enfin, je ne pense pas. Et en tout cas, il n'y aura pas de suite judiciaire, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'interpellation, comme je le disais, hein, des habitants de Vladivostok et de sa région qui veulent savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Elles ont entendu et lu des choses tragiques sur les réseaux sociaux. Souvent, elles n'ont pas de contact direct avec les soldats, hein, pour des raisons évidentes. Contrairement à ce qui se produisait en 2008 en Géorgie, en Tchétchénie précédemment, et semble-t-il au début de la guerre en Ukraine, les nouveaux arrivants et les personnes déployées sur le front aujourd'hui n'ont plus de téléphone portable, ce qui est important pour ne pas être intercepté. Donc, il ne s'agit pas de discréditer ou il s'agit de solliciter le responsable de la région pour lui demander de savoir ce qui s'est passé. Donc non, en l'occurrence, même si les lois répressives russes peuvent parfois être interprétées de façon extensive, je ne crois pas que ce sera le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction. Kojemiako a fait 2 messages ce matin. Le premier était d'une tonalité assez proche des demandes des familles, et dans un deuxième temps, il a corrigé un peu le tir en disant c'est peut-être de la désinformation ukrainienne, c'est beaucoup moins important que ce qu'on a dit. Alors, est-ce qu'il l'a fait de son propre chef? On sait par ailleurs que le ministère de la Défense, dans la foulée, a démenti l'ampleur des pertes. Peut-être qu'il s'est fait taper sur les doigts. Bon,
à suivre. Mais je n'ai pas eu vent de poursuite. Ça me paraît très improbable. Ce serait rajouter de l'huile sur le feu. Prigojine a reconnu avoir interféré dans les élections américaines. Quelle réaction chez les Américains et les Russes? Alors en Russie, pas beaucoup de réactions. Aux États-Unis, on verra. Ce n'est pas un scoop. En tout cas, les Américains le disaient depuis longtemps, avaient sanctionné M. Prigojine à ce titre de longue date. Donc ils ne découvrent rien. Mais ce qui est intéressant, c'est la déclaration publique qui s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on avait dit ces dernières semaines, c'est-à-dire une forme de mutation, de transformation de M. Prigojine qui, d'un homme de l'ombre, devient pratiquement un homme politique. Et qui déploie une activité publique très spectaculaire. Il a revendiqué la création de Wagner, Wagner qui a d'ailleurs ouvert un centre de très grande ampleur à Saint-Pétersbourg, et il s'apprêterait à le faire dans d'autres régions de Russie. Donc Prigojine change de statut, change de stratégie. La question, ou l'une des questions, c'est pourquoi faire et avec le soutien de qui? Washington ouvre la porte à des négociations, enfin, c'est au moins ce qu'on entend dire. Peut-on envisager une paix après les mi-termes? Je suis très sceptique. Je suis très sceptique sur une paix ou un cessez-le-feu à très court terme. Pourquoi? Parce que l'Ukraine espère pouvoir reprendre plus de territoire russe et profiter d'une dynamique, de la dynamique de septembre et de début octobre, dynamique qui semble s'être un peu tassée quand même, il faut le dire, mais l'Ukraine ne se satisfait pas du statu quo territorial actuel. Et la Russie, très clairement, pense pouvoir inverser la tendance à partir, je ne sais pas, de janvier ou du printemps prochain. En d'autres termes, la Russie n'entend pas en rester là non plus. Donc, je ne crois pas que ce soit un scénario très réaliste, mais on a eu tellement de surprises depuis le 24 février, peut-être on aura une bonne dans les semaines qui viennent. Très bien. Qu'en est-il de la volonté de fixer un prix sur le pétrole russe? C'est en train de devenir un serpent de mer. On en parle depuis des semaines, presque des mois, notamment au sein du G7. Mais on comprend que c'est difficile à mettre en œuvre, que les Américains ne sont pas très chauds, ou en tout cas sont beaucoup plus prudents que les Européens. J'ai été très surpris de voir ce sujet revenir dans l'enceinte du G7 ces derniers jours. Je pensais qu'il avait été enterré du fait justement, enfin tacitement enterré. Je pense que c'est un faux sujet en réalité, un faux sujet et quelque chose qui n'aboutira pas. Après l'ouverture d'un centre de recherche centre d'affaires patriotique entre guillemets à Peter, quelles sont les prochaines actions de Prigojine? Un parti politique? Oui, c'est possible. En tout cas, avec Kadyrov, peut-être Medvedev, il incarne aujourd'hui l'aile la plus dure du régime russe. Dans quelle perspective? Personne n'a la réponse, hein, mais en tout cas, très clairement, de rééquilibrer ou de marginaliser ce qui est perçu par ces gens-là comme des restes libéraux trop importants au sein de l'appareil d'État. En tout cas, ils se positionnent. Ils se positionnent et ils le font publiquement, ce qui ne se faisait pas avant le 24 février. J'avais dit lors de notre dernier briefing que l'un des effets paradoxaux de l'opération spéciale, entre guillemets, c'était d'une certaine manière le retour du politique. Là, il y a une forme de politique publique, encore une fois, à laquelle on s'était un peu déshabitué en Russie. Je ne dirais pas que c'est très rassurant en l'occurrence, mais c'est une vraie question. Que veut faire M. Prigojine? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il incarne les intérêts d'autres, porte les intérêts d'autres personnes au sein des cercles de pouvoir? On a parlé également de ses ambitions locales à Saint-Pétersbourg, en tout cas de son conflit avec le gouverneur. Donc il est, passez-moi l'expression, présent sur tous les fronts, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, ça a un peu bougé, cette histoire avec le gouverneur. Il y a eu des conséquences concrètes?
Non, 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 rien de nouveau. Je rappelle que les deux hommes, M. Beglov et M. Prigojine, sont en très mauvais termes de très longue date. Ce qui est nouveau, encore une fois, c'est la façon dont c'est exprimé. Alors, M. Beglov, d'abord, a été de fait nommé par Poutine. Il bénéficie de quelques soutiens lui aussi au sein du pouvoir. Mais, encore une fois, ces dernières années, le Kremlin veillait à ce que ce genre de conflit reste en coulisses, que ce ne soit pas déballé sur la place publique. Et quand c'était déballé sur la place publique, généralement, le Kremlin sanctionnait, l'un des deux ou les deux d'ailleurs. Cette fois-ci, silence radio au Kremlin, et donc ça continue. J'ai une question dont je ne comprends pas exactement l'origine, mais tu vas peut-être te dire quelque chose. La France a voté contre le combat de la glorification du nazisme à l'ONU, tout comme une cinquantaine de pays pro-américains. Que font-ils entendre par cette prise de position de l'Occident? Alors, il s'agit en fait d'une résolution proposée par la Russie et qui a été retoquée par la France et les Occidentaux. En tout cas, les pays occidentaux ont voté contre, par principe, je pense. L'ONU, depuis des années, et singulièrement depuis le 24 février, est un théâtre d'hostilité diplomatique très spectaculaire entre Russes et Occidentaux, entre la Russie, ses quelques alliés d'un côté, les Occidentaux de l'autre. Donc c'est le dernier épisode en date de cette volonté soit de montrer, soit de compter ses soutiens, soit au contraire de pointer ce que la Russie dénonce comme une forme d'hypocrisie occidentale. C'est, je dirais, rien de neuf sous le soleil. Alors, j'ai une autre question. Alors, je ne sais pas s'il démontre de l'optimisme ou du pessimisme. Quelles seront les conséquences de la prise d'Odessa et donc tout le port de la mer Noire par la Russie? Bah, déjà, il faut que la Russie prenne Odessa. C'est loin d'être fait, si j'ose dire. Ce qui est, bon, alors, certains prêtent à la Russie le désir de prendre Odessa. Euh, Odessa, qui occupe, on sait, une place particulière dans l'imaginaire littéraire, historique russe. Ces derniers jours, le sujet à Odessa, c'est le démontage du monument à Catherine II, Catherine la Grande, qui avait fondé Odessa à la fin du XVIIIe. Donc, ces sujets historiques sont des sujets d'une actualité brûlante. Et puis, on sait que Vladimir Poutine y a fait référence à nouveau dans son discours du 4 au manège que j'évoquais tout à l'heure. Donc, oui, Odessa, c'est important pour la Russie. Est-ce qu'elle souhaite prendre Odessa? Probablement. Est-ce qu'elle le peut? En tout cas, au vu des performances de l'armée russe jusqu'à présent, c'est douteux. Mais encore une fois, je maintiens que ce conflit probablement va durer encore longtemps et qu'il y aura sans doute des avancées, des reculs et beaucoup de surprises. Donc, on ne peut rien exclure, évidemment, a priori. Très bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Pavel, tu vas nous dire un petit mot de la fin. Oui, un auditeur d'ailleurs nous parle du retour de mademoiselle Sobchak. Je ne sais pas si c'est un événement à commenter. Disons que son départ avait fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on parle de Ksenia Sobchak, qui est la fille d'Anatoly Sobchak, qui était l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui était un peu le mentor de Poutine. En tout cas, c'est lui qui avait mis le pied à l'étrier à Poutine en 1990 à son retour de RDA. Il en avait fait son adjoint aux affaires internationales. Donc, il y a une longue histoire entre la famille Sobchak et Vladimir Poutine. On se souvient que Ksenia Sobchak s'était présentée à la présidentielle de 2018. Et on sait que sa mère, Madame Narosova, est toujours sénatrice. Et donc, certaines prises de position de Madame Sobchak, fille, sur les réseaux sociaux, très hostile aux événements en Ukraine. Bon, il y a eu des réactions très vives la semaine dernière. On a appris par ailleurs, en tout cas ça n'a pas été démenti, qu'elle aurait un passeport israélien. Donc il y a eu toute une montée dans les aigus, dans la blogosphère et sur Telegram.
Et surprise, effectivement, elle rentre en Russie. Donc voilà, c'est assez, ça surprend les gens qui s'étaient émus de son départ et de ses prises de position. Merci beaucoup Arnaud. Encore une question sur la mise hors la loi de la Meta-plateforme. Meta-plateforme, c'est donc Facebook, mais également WhatsApp. Je n'ai pas entendu parler, en tout cas WhatsApp a l'air de continuer de fonctionner normalement. Oui. Il y a des débats là-dessus. Enfin, de toute façon, il y a des débats sur l'ensemble des réseaux de communication avec la volonté pour certains de les interdire, mais je crois que pour l'instant, seul Facebook est inaccessible sauf utilisation d'un VPN. La question Oui, complète oui, était... bon, ça fait partie de cette entre incapacité à bloquer et hypocrisie. Bon, on l'avait vu à propos de Telegram il y a 2 ou 3 ans. En tout cas, les autorités russes étaient très claires au moment d'inscrire Meta dans la liste des organisations extrémistes. Les utilisateurs de WhatsApp ne sont pas susceptibles d'être poursuivis, ce qui était important parce que c'est, on le sait, un réseau très, très utilisé. Donc, ce qui se dit aujourd'hui en Russie, c'est que Twitter pourrait être débloqué à la faveur du changement de main et de son passage sous le pavillon d'Elon Musk, avec lequel le Kremlin a des échanges, parfois par le biais d'ailleurs de Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Oui, je crois surtout qu'il y a eu l'exemple quand même des nombreuses attaques contre Telegram qui n'ont finalement jamais rien donné. Et il y aura peut-être la même difficulté avec WhatsApp et autres. Voilà. Alors, la question complète était, est-ce que Meta a encore du personnel en Russie? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait beaucoup. D'accord. Je crois que l'on a vraiment fait le tour. Eh bien, mais écoutez, donc merci de votre fidélité. Merci notamment à tous ceux d'entre vous qui regardaient en replay nos briefings, parce que nous avons bien conscience qu'avec l'heure d'hiver, ce n'est pas forcément le moment le plus idoine pour vous connecter. Néanmoins, vous êtes fidèles au rendez-vous. C'est très important pour nous de ne pas prêcher dans le désert. Et encore une fois, comme l'a justement indiqué le président Chenso, Moscou est tout sauf un désert. Je crois que la France également. Et c'est important de savoir que nous faisons œuvre utile. Donc, merci pour vos questions, merci pour votre fidélité, votre attention. Excellente semaine à vous. Au plaisir de vous retrouver ce jeudi, comme d'habitude, 15h30, heure d'hiver parisienne, française. Et donc, nous allons creuser cette question ô combien chatouilleuse et compliquée des transferts d'argent après opération ou non-opération immobilière. Ici, nous avons des collègues tout à fait compétents sur le sujet. N'hésitez pas à nous solliciter entre deux briefings via les outils habituels, Telegram. Et puis, si vous êtes du côté de Montluçon, passez voir notre ami Igor. Il est très, très sensible. Oui, donc à l'EHPAD. Donc, on parlait de l'EHPAD Henri Krasuki, je crois, de Montluçon. Il sera extrêmement sensible à vos messages de soutien, autres que des borborigmes et des jets salivaires. D'ici là, tenez bon, les amis. Oui, merci encore une fois Arnaud à cette prestation brillantissime. Donc, alors je crois que jeudi tu ne seras pas là et c'est à l'inverse Igor qui va tenir ce rôle de Monsieur Loyal pour tout ça. Ah, peut-être avec de nouveaux amis d'ailleurs. Peut-être avec des nouveaux amis. Et donc, tenez bon, comme disait l'excellent directeur Chinsky. Et plus que jamais, la Chambre de commerce est à vos côtés dans cette période difficile. À jeudi.